L'histoire d'une narratrice qui naît en Roumanie, d'un père congolais qui a disparu dans la nature. Alors je vous laisse imaginer ce que c'est que de grandir en Roumanie quand on est à la fois de pères inconnus, en tout cas pour les habitants, et qu'on n'a pas la même couleur de peau que les autres. C'est évidemment assez compliqué. Et cette petite fille entretient des rapports assez curieux. Et c'était un des intérêts du roman, c'est le couple, le tandem mère-fille. La mère est une universitaire. Et entre la mère et la fille, il y a des rapports assez étranges. De temps en temps, et c'est la première phrase du livre, pratiquement d'ailleurs, la narratrice se souvient d'une phrase que lui disait sa mère: « J'aurais dû te noyer quand tu étais petit, tout écrasé sous une brique. » Ça dit un peu quand même la violence des rapports, mais surtout il n'y a pas que de la violence, d'ailleurs, il y a des rapports très, très complices et très tendres par ailleurs, enfin c'est très, très étrange, mais surtout la petite fille a du mal à se remettre de l'idée que son père a complètement disparu et l'a abandonné. Or le père ne l'a pas abandonné, il a continué à essayer de garder le contact avec sa fille, et en particulier a écrit très régulièrement des lettres qui ne sont jamais parvenues à la jeune fille, jusqu'au jour où, à Paris, cette jeune fille entend tout à coup dans la rue prononcer le nom de son père. Et elle essaye, à partir de là, de remonter une enquête, voilà, de retour vers son père. Elle va faire un certain nombre de découvertes que je ne devais pas vous raconter parce que on n'est pas dans un roman policier, mais tout de même, il y a un certain suspense. Et il va y avoir de très belles rencontres qui vont se passer après en Afrique. Thierry Bestingel vient de publier Yougoslave. Alors, je vais vous faire un aveu, Thierry Bestingel, tout de suite. C'est que, bien que je sois roumarnais de cœur, je n'avais jamais lu vos livres. Et ça, mea culpa, je ne le savais pas. Mais maintenant, je vais réparer cet inconvénient. Parce qu'en particulier, il y en a un dans votre bibliographie, parce que vous avez beaucoup écrit. Alors, juste absolument inexcusable de ne pas vous avoir lu plus tôt. Mais il y a un livre en particulier, mais on n'est pas là pour parler de celui-là aujourd'hui, mais c'est Île déserte, qui m'intéresse particulièrement. Île déserte, c'est la troisième personne du pluriel du verbe déserter. Hein. C'est pas une île déserte. Justement, le jeu de mots, évidemment, est assez amusant. Mais ce livre m'intéresse énormément parce que j'ai vu qu'il avait obtenu 2 prix, d'abord le prix Eugène Daby et le prix Jean Meckert à Milan. Or, ces 2 auteurs figurent en bonne place dans mon panthéon littéraire, et donc je pense que c'est un livre qui devrait absolument m'intéresser. Bon, mais parlons de celui-ci, et déjà, on n'aura pas trop d'1 heure pour évoquer ce parcours. Donc, Yougoslave, c'est un livre, le titre n'est pas forcément très attirant, le livre est très gros, et en fait c'est un livre tout de même que tous les Européens, tous les jeunes élèves européens devraient avoir lu, qu'ils soient espagnols, allemands, grecs, etc. Parce que dans le fond, ce qui s'est joué ces siècles derniers autour des rives du Danube, c'est quand même quelque chose qui a été fondamental, évidemment, dans l'histoire de l'Europe, dans notre histoire, et qu'on pense aux conséquences de l'attentat de Sarajevo, par exemple, évidemment. Tout le monde sait cela. Quand on pense qu'on a assisté, il n'y a pas si longtemps, au XXe siècle, à l'explosion d'un pays, à savoir la Yougoslavie, avec une guerre civile terrible à 2 pas de nos frontières, avec toutes les conséquences que ça peut avoir, qu'est-ce qui s'est passé? Comment tout ça s'est mis en place? Alors, Thierry Bestingel, vous avez trouvé un fil familial, vous avez décidé de faire une sorte de chronique familiale en partant de 1791 et d'un ancêtre un peu, enfin pas imaginé, puisqu'il existe vraiment, mais sur lequel vous imaginez de manière romanesque une histoire, donc un certain Franz qui est sur les bords du Danube au moment précis, pas au moment pratiquement, de la mort de Mozart, 1791, et à partir de là, cette petite population de paysans va se déplacer, et c'est l'histoire d'une migration. Mais je ne sais pas si on doit dire migration. Est-ce que ce sont des personnes déplacées? Est-ce que ce sont des réfugiés? Est-ce que ce sont des migrants? On peut se poser la question d'ailleurs à propos de votre livre aussi, parce que maintenant, les termes n'arrêtent pas de changer et désignent des choses différentes. Parce qu'au départ,
et je me tairai après, je laisse la parole à l'auteur, parce que je vois que je suis trop bavard. On a cette petite communauté de paysans qui se déplacent pour des raisons économiques. Parce que y a une famille, la mère qui est veuve, le père vient de mourir, il y a un garçon, le fameux Franz, et 2 fillettes. Bon. Il y a une situation très difficile, un climat très rude, des terres pauvres, mais en plus il y a un oncle qui rôde autour de la maison et qui voudrait bien faire main basse sur la ferme, sur la mère, sur la veuve, sur les fillettes éventuellement. Enfin, ce type est assez, disons, mal intentionné manifestement. Et qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas-là ? On va aller un peu plus loin. On va s'en aller, et en même temps, ce qui m'a beaucoup intéressé dans votre livre et ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que ces déplacements de population, qui sont le fond même de notre histoire à tous, ces déplacements de population, ils s'inscrivent dans un contexte politique. Et ils sont encouragés. On voit bien, aujourd'hui on le voit bien, c'est une évidence, mais ils sont encouragés par un contexte politique. C'est-à-dire qu'on est dans un endroit où la lutte entre les Austro-Hongrois et les Ottomans vient de se terminer provisoirement, disons, en faveur des Austro-Hongrois. Donc les Ottomans ont été repoussés un petit peu vers les marges de l'Empire. Et du coup, ce sont des terrains qu'il faut occuper. Il faut envoyer des nouveaux colons. Donc les autorités austro-hongroises ont tout intérêt à favoriser cette marche vers l'Est qui permet à des populations d'aller coloniser pratiquement. C'est-à-dire, encore un nouveau terme, est-ce que ce sont des réfugiés ? Est-ce que ce sont des colons ? Est-ce que ce sont... Voilà. Alors, qu'est-ce qui a été le point de départ de cette volonté de vous lancer dans ce travail assez considérable tout de même ? Donc en fait, moi ce que je voulais, c'était retracer d'abord l'histoire de mon père avant tout, puisque j'avais beaucoup entendu parler bien sûr de la Yougoslavie. Je savais qu'il était né donc pas très loin de Sarajevo, à Zenica, qui est une ville industrielle, à côté de Sarajevo, une ville de sidérurgie principalement. Donc c'était déjà pour retracer son histoire. Mais en fait, je me suis aperçu que j'en connaissais beaucoup plus sur cette diaspora des Bestingels, notamment à travers un arbre généalogique qui a été constitué par une petite cousine que je ne connais absolument pas et qui à l'époque habitait Anchorage en Alaska. Donc on était déjà complètement dans une idée complètement romanesque avec quelqu'un qui habite l'Alaska et qui fait mon propre arbre généalogique. Et donc là, j'ai pu effectivement commencer par ce premier ancêtre commun qui s'appelle Franz. Et l'idée pour moi, c'était de me dire, mais comment tout ça s'est bâti au fil des années dans une région qui est extrêmement prégnante avec l'histoire notamment. Il y a eu les invasions napoléoniennes, après il y a eu bien sûr toutes les guerres qu'on connaît, l'antagonisme entre l'Empire austro-hongrois et puis ce qu'on appelait la Porte, c'est-à-dire donc l'Empire oriental et les Ottomans. Et puis après, évidemment, il y a eu toute la Seconde Guerre mondiale. Donc toutes ces invasions, ces remous de l'histoire ont vraiment fabriqué ce socle-là, donc entre l'Orient et l'Occident. Et donc moi, je voulais vraiment voir comment ma petite famille s'était insérée dans cette grande histoire. Alors ce premier ancêtre, effectivement, on pourrait dire dans le terme, c'est un colon, probablement. Donc il était né en Autriche, et puis l'Empire austro-hongrois ayant favorisé le départ de colons vers les rives du Danube. Il faut savoir que les rives du Danube, à cette époque-là, avaient été complètement abandonnées par les Ottomans, puis à la suite des guerres qu'il y avait eu lieu. C'était des endroits qui étaient très inhospitaliers. Il y avait encore évidemment la malaria là-bas, sur les rives du Danube. C'était des endroits qu'il fallait entretenir, qu'il fallait découvrir, qu'il fallait défricher. Et donc tous ces colons sont venus un peu comme dans le Far West, ont émigré là-bas. Mais dans l'autre sens, là, on allait vers l'Est. Cette fois-ci, on allait vers l'Est. Ouais. Et donc, on fabriquait ont vécu là-bas. Donc, se sont établis là-bas, en fait.
on reviendra sur les détails parce qu'il y en a effectivement beaucoup. Mais le point de départ de votre livre, Annie Lulu, c'est donc cette naissance, j'allais dire un peu improbable quand même, d'une jeune fille métisse en Roumanie, d'un père congolais. Le point de départ, c'est aussi l'histoire d'une transmission à partir d'une généalogie coupée, dans mon cas, parce que j'ai travaillé sur cette question de la rupture de la transmission intergénérationnelle. Donc Nili est une jeune femme qui naît à Iași. C'est la région moldave de la Roumanie. On a l'extrême pointe sud-est de l'Ukraine. D'une mère roumaine, d'origine juive, mais elle est complètement coupée de sa famille d'origine, donc elle n'en saura jamais rien. Et d'un père qui était un étudiant congolais venu apprendre le communisme pour construire le socialisme en Afrique. Et cette naissance vaut à ses parents de nombreux tracas. Sa mère l'emmène à Bucarest, où elle décide de continuer ses études, à Bucarest, et introduit successivement dans la vie de cet enfant des ruptures avec le passé qui l'empêchent de se construire en tant que femme et qui en même temps le lui permettent. Donc on n'est pas au bord du Danube, d'où vient ma famille d'ailleurs, de Galatz, qui est la ville roumaine vraiment, qui est le port au bord de ce fleuve magnifique. Mais on va vers des bords de la mer Noire, vers les grands lacs, le lac Kivu. Et Nili raconte son histoire à l'enfant qui est dans son ventre et qu'elle est sur le point d'accoucher. Donc il y a une espèce de mise en abîme de la rupture-transmission sur plusieurs générations, d'Est en Est, d'Europe de l'Est vers l'Afrique de l'Est. Et on a quand même deux milieux complètement différents, le milieu roumain et le milieu zaïrois ou congolais, comme il faut l'appeler, et qui sont des milieux très, très durs et des milieux violents et des milieux de rupture, là aussi, parce que la jeune femme qui se retrouve en Afrique va être confrontée à une situation révolutionnaire. Alors elle qui a une trajectoire très individuelle, donc qui se construit dans une espèce de huis clos maternel, va découvrir en Afrique ce que c'est qu'une famille, mais donc forcément aussi ce que c'est que le deuil, ce que c'est que le manque, la perte, l'agitation, l'engagement, et va apprendre le collectif. Donc oui, lorsqu'elle arrive au Congo, à Kinshasa, puis à Goma, à la recherche de son père, elle finit par se laisser entraîner dans un mouvement citoyen, qui conduira d'ailleurs à la chute du président Kabila. Vous dites un mouvement citoyen, mais c'est un mouvement révolutionnaire très, très, très violent quand même, et la répression est terrible aussi. C'est la répression qui est violente. Le mouvement, lui, est vraiment citoyen, non armé et pacifiste. Il s'appelle la Lucha, et il est toujours vivant et vivace au Congo. Et on parle de jeunes gens qui choisissent, mais tout simplement pour qu'il y ait un service public à la population, comme l'arrivée de l'eau potable ou le fait qu'il y ait des conditions sanitaires dans les marchés qui soient acceptables, ou le fait qu'il y ait un ramassage des déchets, qui mènent des actions symboliques et qui choisissent, contrairement à d'autres jeunes gens de cette génération qui ont vécu une succession de traumas depuis la guerre des Grands Lacs, de se tenir debout de manière absolument non violente. Ouais, c'est vraiment un choix. Donc la violence vient vraiment de la répression en face, qui conduit à la mort de nombreux de ces activistes depuis plusieurs années. Il y a un personnage sur lequel on reviendra, parce que je crois que, contrairement d'ailleurs au livre de Thierry Bestingel, c'est un livre sur la rupture justement des traditions, alors que vous êtes en train de rétablir le fil, mais il y a quand même un personnage qui est un personnage qui me semble être un personnage de transmission, qui est le personnage de la grand-mère, on en reparlera parce qu'il me semble qu'elle fait un petit peu exception dans le tableau. Il y a dans cette longue succession familiale, évidemment, on a un petit peu de mal à s'y retrouver parfois. Quelquefois, je m'embrouille un peu dans les noms, parce qu'il y a un premier personnage qui est Franz, donc Franz qui a un fils. Il y a beaucoup d'enfants, hein, il y a des familles très très nombreuses en plus, hein, qui s'appelle Georg. Georg qui va avoir un fils plus tard, qu'il va aussi appeler Georges Junior, mais pour ne pas le confondre avec le père, on va l'appeler Georgius.
lequel Georgius aura un fils qui s'appellera aussi Georg, mais qui se fera appeler Georges pour des raisons... Enfin, on se rapproche de la France, et qui était en fait votre grand-père. Il me semble que dans toute cette chronologie, il y a une espèce de date pivot. Il m'a semblé qu'il y avait une date pivot tout de même. Alors je ne sais pas si c'est une illusion de ma part, qui est 1862. 1862 qui est la naissance de Georgius, si je ne m'en mêle pas, parce que vous savez, les histoires de famille, c'est toujours très compliqué. Même dans la mienne, j'ai du mal à m'y retrouver. Alors, sur plusieurs siècles, là, je suis un peu perdu. Mais Georgius naît donc en 1862. 1862, c'est également le moment où Victor Hugo s'attelle aux Misérables et où Tolstoï s'attelle à Guerre et Paix. Si je ne me trompe pas. Et alors, ce qui est tout à fait intéressant, ce qui est tout à fait passionnant, c'est que cette histoire que vous déroulez, qui est une histoire à la fois familiale et la grande histoire, elle se fait toujours sous l'éclairage d'un certain nombre de figures tutélaires, qui sont entre autres Tolstoï et Victor Hugo. Il y en a beaucoup d'autres. Mais ces deux-là jouent un rôle très important. Et c'est pour ça, il m'a semblé que 1862 était véritablement une espèce de pivot dans cette histoire. Oui, parce que quand j'ai commencé ce livre, effectivement, ce qui me fascine en fait dans Tolstoï et dans Victor Hugo, c'est-à-dire que les deux, on fait rarement le rapprochement, mais les deux écrivent d'une façon très proche. L'un est avec sa vision européenne et l'autre avec sa vision qui est très orientale, enfin beaucoup plus orientale ou du moins slave, une vision slave. Moi, je voulais essayer de voir un peu quels étaient les ponts entre les deux. Et puis, il s'est trouvé que de coïncidence en coïncidence, effectivement, j'arrive à voir qu'il y a un certain nombre de dates qui fonctionnent bien. Et par exemple, la date de naissance de mon arrière-grand-père coïncide à ce moment-là. Alors effectivement, c'est aussi peut-être une date un peu pivot parce que quand on s'attelle à un livre comme ça sur plusieurs générations, ça balaie environ 230 ans, 229 je crois. Et il y a des générations sur lesquelles je ne connais rien, où il a fallu que j'invente la vie de Franz, de ce Franz, né en Autriche, mort à Bacsa Palanka, qui est donc une ville de colons au bord du Danube. Et je ne connais rien de lui. En revanche, sur mon arrière-grand-père, qui est né en 1862, mort en 1935, mon père est né en 1930, et donc il avait 5 ans quand il est mort. Il en a gardé quelques petits souvenirs très ténus. Il m'a dit il était tailleur et il m'a fait un costume quand j'étais tout gamin. Bon, voilà. Donc je savais déjà son métier. Donc là, on rentre au fur et à mesure dans des choses qui deviennent beaucoup plus réelles. C'est-à-dire que je suis plus dans l'invention. Moi, je suis foncièrement un romancier, donc j'adore inventer. Mais j'adore inventer aussi avec des contraintes, c'est-à-dire y mêler le réel. Et donc là, j'ai une contrainte supplémentaire, j'ai les souvenirs de mon père. Et ainsi de suite. Et après, effectivement, plus je vais avancer dans le récit, après, c'est ma naissance, et donc après, je vais y confronter aussi mes propres souvenirs. Et donc là, je rajoute encore des contraintes en me disant, oui, mais quand je rencontrais mes parents, mes grands-parents, quand ils habitaient ici, pas très loin, à Neuilly-sur-Suisse ou dans le coin, voilà, quel était le rapport que j'avais avec eux, donc j'y confronte aussi mes propres souvenirs. Voilà, donc il s'est fabriqué de différentes façons. Donc pour moi, c'est un roman. Et même quand j'y confronte mes propres souvenirs, c'est pas un livre de souvenirs. C'est un roman parce que je me pose toujours la question de ce que j'ai ressenti. Est-ce que c'était vrai ? Moi, je me souviens d'après-midi assez extraordinaires quand tout le monde se retrouvait chez mes grands-parents. Donc il y avait les 5 frères et la sœur de mon père, plus mon père, qui étaient là, un peu comme des cariatides, là, tout autour de la table. Ça commençait inévitablement en français, par égard aux belles-sœurs. Mais mon grand-père et ma grand-mère étaient vite largués au niveau de la langue, donc ça se continuait en allemand, parce qu'ils avaient vécu un exode en Allemagne et que tout le monde avait appris l'allemand. Et puis ça se terminait invariablement en serbo-croate, parce que de toute façon, au bout d'un moment, ils ne comprenaient plus rien. Et avec les plus anciens des enfants, c'est-à-dire mon père qui était l'aîné, sa sœur aussi, peut-être aussi un autre frère qui s'appelle Conrad, qui était aussi qui parlait serbo-croate. Mais voilà, et donc on passait d'une langue à une autre. Moi, j'en garde un souvenir merveilleux, mais en même temps, est-ce que c'était vraiment mon souvenir à moi ? Est-ce que c'est pas une part de fiction ?
J'ai eu d'ailleurs l'occasion, quand le livre est paru, d'en discuter avec quelques-uns de mes oncles qui m'ont dit non, ça se passait vraiment comme ça. Mais on se pose la question, ça tient tellement de l'ordre du miracle ou des choses comme ça, qu'on se demande est-ce qu'on a rêvé, est-ce qu'on est dans la fiction ou est-ce qu'on est vraiment encore dans le... est-ce que c'est pas notre propre perception qui fabriquons une sorte de fiction ? On a l'impression que ça vous a amusé d'avoir plus de contraintes, effectivement, parce que vous démarrez complètement dans le roman, dans la pure fiction, puisque sur France, vous n'aviez pratiquement pas de documents. Et puis, le cours du progrès aussi continue. Il y a le train qui arrive, il y a la photo, et ça change un peu les choses, parce qu'à partir du moment où vous avez des photos qui vous arrivent entre les mains d'un certain nombre de personnages, ils ont déjà une existence, ils ont déjà une physionomie particulière, c'est une contrainte supplémentaire. Et plus vous vous rapprochez de la vie de vos grands-parents, de la vie de vos parents, de vos propres souvenirs d'enfance, les contraintes sont de plus en plus importantes, l'écriture change peut-être un peu, mais on a l'impression que vous y prenez encore plus de plaisir. Oui, je ne sais pas si le mot plaisir, s'il est vraiment approprié. Disons que pour moi, ça devient la nécessité. Effectivement, quand je découvre qu'il existe des photos, que certaines photos, je parle de la photo d'un mariage qui a été, en fait, visiblement, elle a été pliée en 4, mise dans une poche en vitesse, et puis on imagine qu'ils sont partis précipitamment d'endroits et d'autres favorisés par la guerre ou par des exodes. Donc effectivement, tous ces progrès-là viennent ajouter à cette mémoire. Et le fait de découvrir, sur cette photo-là figure effectivement Georgius, l'arrière-grand-père qui est là, qui est plutôt à la fin de sa vie. C'est une photo qui doit dater de, on va dire, des années 20 ou début des années 30. Et voilà quoi. Et donc ces petites bribes, il a fallu vraiment que je les répertorie, que je puisse un peu les relier entre eux. Donc c'est plus de la nécessité que du plaisir. En même temps, le plaisir, évidemment, puisque c'est mon plaisir d'écrivain de pouvoir restituer l'ensemble de cette histoire-là. Annie, je parlais tout à l'heure du personnage de la grand-mère, parce que le personnage de la grand-mère occupe une place très particulière. Donc la jeune héroïne se retrouve en Afrique où elle ne connaît personne, elle est sur les traces de son père et elle retrouve sa grand-mère. Et la grand-mère, pour le coup, là on est dans la transmission, la grand-mère va jouer un rôle très important. C'est elle qui va lui ouvrir un petit peu l'histoire familiale finalement. J'aimerais bien qu'on parle de cette grand-mère et du rôle qu'elle joue presque par opposition à la mère roumaine. Mais grand-mère Omoï, c'est une femme extraordinaire. Il faut imaginer ma grand-mère, en fait. Je me suis beaucoup inspirée de ma propre grand-mère pour ce personnage. Une femme avec des lunettes, en libaya colorée, magnifique, un sourire extraordinaire, qui a un ouistiti, qui traite sa chèvre tous les matins et ramasse ses œufs dans l'arrière-cour de la maison. Et maison où viennent se mêler les pas, les voix, les repas de toute une faune, une faune extraordinaire. Grand-mère Omoï, elle est celle qui va faire le lien entre le passé et le présent, puisque son mari, le grand-père de mon personnage, donc, était un lumumbiste de la première heure. Son fils, le père de Nili, est un Africain révolutionnaire dans les années 80. Il est de la génération de Thomas Sankara et il est le fils d'un indépendantiste. Donc c'est une femme qui a la pudeur des bachis et qui en même temps a cette capacité à faire le lien historique entre ces générations d'enfants qu'elle voit grandir, lutter et mourir. Et aussi, étrangement, c'est elle qui va faire le lien entre la Roumanie et le Congo par la gastronomie. Nili n'a pas grand-chose à dire à sa famille lorsqu'elle les rencontre parce qu'elle ne les connaît pas. Elle ne parle pas Kiswahili, elle ne parle pas Lingala, elle l'apprend un petit peu, et eux ne parlent pas roumain.
Donc il faut vraiment imaginer, je ne sais pas moi, une Polonaise qui débarque au Botswana. C'est exactement ça. Et lorsqu'elle rencontre sa famille, elle reconnaît dans leur visage sa propre présence. Et en même temps, elle ne sait pas comment faire le lien avec eux. Et ça va passer par la nourriture. Alors elle raconte à sa grand-mère les choses que l'on mange en Roumanie. Fasole, mamaliga. Et sa grand-mère lui dit, mais la mamaliga, c'est le foufou, c'est la semoule en fait. Vous faites de la polenta et nous on fait de la semoule de blé. Fasole, ben, c'est nos propres plats de haricots, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et en fait, en nommant dans sa langue, dans la langue de son père, ce qui est dans le corps de sa petite fille, quelque part, elle fait le lien, toujours d'est en est, entre cette mer Noire, cette ville de Bucarest où Nili a grandi, et Kinshasa, et puis l'est du Congo. Elle fait comme ça une espèce de tour d'horizon des cultures par le simple fait de montrer à sa petite fille comment on prépare à manger. Et cette présence, en fait, est extrêmement puissante. Et j'avais besoin d'un personnage qui ne tienne pas de propos. Surtout, c'était très important pour moi. Et qui, dans la parole de cette femme, parce que toute cette histoire nous est racontée dans une parole très intime, il faut imaginer une jeune femme au bord d'un lac, un des plus beaux lacs au monde, qui parle à un enfant qui n'est pas encore né, mais dont on sait qu'il l'entend, sans pouvoir la comprendre. Et elle est là, et elle parle à son ventre, littéralement. Et il y a vraiment toute une symbolique dans la littérature congolaise, je pense à la poésie de Chikaya Otamsi, entre ce peuple de prophètes et le ventre. Et je pense aussi à une œuvre magnifique qui est parue cette année d'un compatriote, Blaise Ndala, qu'il a même appelé dans le ventre du Congo. Donc la figure du ventre est quelque chose qui habite la littérature congolaise du XXe siècle et qui est souvent liée justement aussi à cette allégorie du fleuve et du peuple, du fleuve et du martyr Lumumba. Et c'est important que cette tradition existe à l'intérieur de ce texte, aussi par le biais de personnages qui ne portent pas un propos, mais qui sont simplement des éclats de lumière, des étincelles de vie sur le parcours de cette jeune fille. Est-ce que vous avez le sentiment d'être l'héritière de cette tradition congolaise, précisément, que vous avez reconquise d'une certaine manière, puisque le roman, c'est l'histoire de cette reconquête? Le roman, c'est l'histoire de cette reconquête pour moi, parce que j'ai dû trouver une langue pour pouvoir l'écrire. Une langue qui me permette d'être intègre dans ma démarche littéraire. Et donc, ça nécessitait pour moi de casser un peu le français. De le faire habiter par d'autres langues que sont le roumain, le swahili, mais aussi peut-être une reconquête, je ne sais pas. C'est Chikaya Otamsi qui disait, et c'est une figure très rimbaldienne comme ça, il a laissé dans la mémoire collective cette image du Rimbaud noir, et il disait qu'il colonisait le français en écrivant. Et il y a quelque chose chez lui de cette prolifération et en même temps d'une forme de retrait dans l'image poétique que je trouve magnifique, parce que c'est une écriture qui était très organique. Mais moi, je suis allée vers une écriture plutôt végétale, plutôt foisonnante, et à partir de mes sources premières qui sont pas africaines, qui sont Paul Celan, qui sont Benjamin Fondane, qui sont mes lectures de philosophie, d'Emmanuel Lévinas à Martine Buber. Il fallait que j'en fasse quelque chose, en fait, de toutes ces sources qui, pour le coup, venaient de l'Est. Et ça a été possible parce que ce personnage va vers l'Est aussi, va pas vers n'importe quel lieu en Afrique. Mais il y a quelque chose à l'Est. Et de façon générale, à l'Est, il y a le blues, à l'Est, il y a le dor, à l'Est, il y a la doina. Et c'est la mélancolie qui fait le lien entre tous ces territoires, entre mon Europe de l'Est natale, maternelle, ma culture, et mon Afrique. Oui.
En somme, les deux livres ont quelque chose à voir avec la conquête de l'Est, comme on le disait tout à l'heure. Mais oui, pardon. Oui, je voulais rebondir sur ce que vous dites à propos notamment des femmes, et notamment, effectivement, quand j'ai bâti ce livre, je l'ai bâti avec ce que j'avais, c'est-à-dire en fait, les généalogies qui sont, elles, bâties avec des hommes, finalement. Et chaque livre démarre avec un homme qui prend la fois suivante, qui est la génération suivante. Mais en réalité, je me suis aperçu qu'un des personnages principaux, d'ailleurs le personnage principal, à part mon père, puisque je le faisais pour mon père principalement, c'est ma grand-mère. Et c'est elle qui réunit l'ensemble de... Voilà, c'est elle qui a été véritablement la gardienne. Enfin bon, en quelques mots, ma grand-mère s'est retrouvée en mai 1945 à Berlin. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça peut être. C'était le bon moment pour se trouver à Berlin. Se retrouver en mai 1945 à Berlin avec donc 5 enfants, dont le dernier avait quelques mois, et mon père, qui était l'aîné, avait 14 ans. Donc c'est lui qui cherchait la subsistance un peu pour tout le monde. Et d'ailleurs, j'ai interrogé mon père, je lui ai dit, mais au fait... alors, t'étais à Berlin, mais alors vous étiez du côté des Allemands, du côté des... Il dit, nous, on était du côté de ceux qui donnaient à manger. Et effectivement, on est dans la survie, là. On est dans la survie. Et quand je lui reposais la question, parce que j'ai essayé de savoir jusqu'au bout comment ça s'était passé, je dis, et vous dormiez où? Ben, la question l'a désarçonné, il a dit, ben, où on pouvait. Il n'y a même pas de question à se poser. C'est un jour, c'est à un endroit, un autre jour, c'est... sur un soupirail, après c'est sur un banc, c'est voilà, et il y a 5 personnes qui sont là dans la survie, en mai 1945. Et donc ma grand-mère, sa grande richesse, en fait, du moins c'est ce qui lui a permis de tenir, c'est qu'elle a réuni, elle a fini elle a perdu aucun de ses enfants. Tout le monde est resté groupé autour d'elle. Et elle a fini par retrouver son mari, qui était parti dans les aléas de la guerre. Ils ont fini par se retrouver au bout d'un moment et par refonder une famille, par avoir un petit dernier qui est né en France et qu'ils ont appelé, évidemment, avec le prénom le plus français qui soit, ils l'ont appelé François. Donc voilà, en 1950, il est né un 14 juillet quand même. Voilà, donc voilà un peu. Donc effectivement, ce sont des figures très fortes. Voilà, la figure des femmes. Souvent, elles sont occultées par l'histoire, parce qu'on est dans des histoires de conquête, dans des histoires d'hommes, en quelque sorte. Mais ce sont elles qui tiennent la mémoire. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. Et qui la transmettent. Oui. Mais c'est ça, quoi. Vous avez parlé, Annie, de la langue particulière. J'aimerais bien qu'on puisse entendre cette langue, parce que c'est vrai que ce livre est assez extraordinaire de ce point de vue-là. Vous avez parlé de ces traditions que vous avez mêlées. Vous parlez de Chekayaw Tampsi, dont on sent qu'il est aussi présent dans vos lignes. Est-ce que vous accepteriez de lire un petit extrait de ce livre ? Avec plaisir. Haraka haraka, haina baraka. Quand tu vas traverser le fleuve de ma vie, il faudra bien te souvenir que je ne suis rien, à part une petite entaille insolente dans la peau de 2 peuples qui ne se sont jamais connus en dehors d'un rêve fou. Quand tu seras né, mon fils, plus rien ne comptera aux yeux du monde que ton petit cataclysme qui nous obligera constamment à la prudence, à respirer peu fort et à marcher lentement. Allez vite. La vitesse, mon fils, n'est pas une bénédiction. Toutes les affaires précipitées de ce bas-côté de monde nous le rappellent quand elles nous poussent au bord de ces charniers puants. Il faudra être lent et discret. Mon fils, je n'ai rien à t'offrir, qu'un sel contaminé par l'érosion d'une jouissance dont le cadavre embrasé me poursuit toutes les nuits. Je ne suis rien et je ne suis pas une mère. Ne t'attends pas à trouver ici un autre mouvement que le balancement d'un corps toujours sur le point de renoncer, avec toi qui grandis dedans. Ne cherche nulle part autre chose que la cadence moribonde des fruits aux larmes sèches que je te partage. Il n'y a nulle part un taillis de perles pour t'accueillir dans la fusion joyeuse. Nulle part l'ombre bienveillante d'un arbre à repentance. Tu nais au vent humide de vouloir tout recommencer. Si je pouvais plonger au fond du lac amniotique de mes souvenirs et effacer l'amour qui m'a fécondé, je le ferais sans hésiter.
que jamais tu ne sois ce tamis de feuilles à moisir qu'on utilise contre les mouches du temps, un tapis de goyave déversé entre les bestioles affamées de regrets qui me réclament un cri, les bêtes à douleur, le fourmillement de toutes les craintes réunies en une seule grande peur qui est pour moi ta naissance. Je ne peux rien te donner, j'en suis très consciente. Un jour, c'est obligé, tu seras triste, tu seras malade, tu auras le poing grand ouvert de la faim dans les côtes. Et je ne pourrai rien faire, je ne pourrai rien inventer pour te sortir de là, qu'une autre blessure peut-être, dans ma nuit déjà tienne. Merci beaucoup, merci Annie Lilu. Thierry Bestingel, une chose qui m'a frappé, c'est que vous avez épargné au lecteur, si j'ose dire, tout un appareil de notes à la fin du livre, parce que on se doute bien que vous avez fait beaucoup de recherches historiques pour retrouver toute cette filiation. Vous évitez de le citer. Et il y a des questions que je me suis posées quand même sur certains personnages dont je me suis demandé si c'était des inventions du romancier ou si c'était des jalons en quelque sorte de l'histoire. Par exemple, ce personnage de Ami Boué. Est-ce que c'est un personnage... Je me suis dit, il doit y avoir une note pour dire... Parce que tout à coup, on a quelqu'un qui réfléchit, et puis ce poète également qui parle qui invente la langue serbo-croate. Parce qu'il y a quand même cette idée aussi dans toute l'histoire du livre, c'est que si on pouvait créer un pays qui regrouperait les Slaves du Sud, et qui a effectivement été créé, et qui a fini, comme vous le savez, enfin c'est ça, il y a quand même ce rêve de fédérer toutes ces petites populations minoritaires, où on a des petites populations, on a des Serbes, on a des Croates, on a des Bosniaques, on a des Juifs, on a des Ottomans, comment est-ce que tout ça peut vivre ensemble? Est-ce qu'on pourrait pas essayer de trouver... Alors, Ami Boué, est-ce qu'il a existé? Alors, Ami Boué a effectivement existé. Je crois que c'est le fondateur de l'école de géologie ici. C'était un savant, un géologue, mais il a écrit un livre qui était très intéressant qui s'appelait, j'ai oublié d'ailleurs le titre, mais c'était sur justement toutes les régions qu'il a traversées, les régions de Bosnie notamment. Et le hasard a voulu qu'il soit marié avec... quelqu'un qui doit être apparenté à ma famille, puisqu'elle s'appelait Bestingel, c'était son nom de jeune fille, Éléonore Bestingel, mais probablement originaire d'Autriche encore, c'est-à-dire c'est une branche un peu parallèle. Donc c'est comme ça déjà que je l'ai découvert, et en même temps, de fil en aiguille, j'ai appris qu'il avait été l'ami de celui qui a essayé de constituer la langue serbo-croate. Parce que pour moi, la langue, elle traverse l'ensemble du livre. Hein. C'est ce qui me paraît important. C'est-à-dire, c'est comment on essaie de fabriquer une identité. C'est ce qui s'est passé en Yougoslavie. C'est-à-dire, voilà, on a des pays qui parlent des langues différentes. Donc, on essaie on essaie de trouver une langue commune pour essayer de trouver un terrain d'entente commun. Et Ami Boué, il a eu une vision assez extraordinaire. D'ailleurs, quand il écrit son livre, il dit si on n'arrive pas à faire ça, de toute façon, cette région-là va à la catastrophe. Et c'est ce qui s'est passé, évidemment, avec l'attentat de Sarajevo, etc. etc. C'est-à-dire, on n'arrive pas à s'entendre, donc on n'arrive pas à se comprendre, on n'arrive pas à se comprendre à travers la langue. Donc c'est pour ça que ça... Mais tous ces personnages-là ont existé, hein. Mais cette question de la langue, elle est aussi très importante et elle a dû vous poser beaucoup de difficultés parce que si vous vous fiez à des registres d'état civil, par exemple, comment était tenu l'état civil? Il pouvait être écrit en caractère cyrillique, il pouvait être écrit en latin parfois. Pour avoir une langue commune, on demandait aux officiers d'état civil d'écrire en latin, une langue qu'ils ne maîtrisaient pas forcément, et ils transcrivaient en latin un nom de famille qui leur était donné dans une ou l'autre langue, en hongrois, en serbe, etc. Et ils essayaient de transcrire avec toutes les erreurs qu'on suppose. Parce qu'alors là, c'est quand même, c'est pas très fiable après le résultat. Oui, c'est assez étonnant. J'ai en ma possession le livret militaire de mon grand-père, qui est écrit à la fois en caractère latin et en caractère cyrillique aussi. Et en même temps, on se rend bien compte que les consignes qu'on donnait en fait pour retranscrire, notamment en caractère latin, c'était vraiment, on cherchait pas vraiment à ce que la langue soit parfaitement écrite, mais on écrivait vraiment ce qu'on entendait.
Et sur son livret militaire, c'est marqué Georgia. Parce que probablement, quand il a dit son nom, il a dû dire Georgia. Comme ça, et donc du coup, on a écrit Georgia. C'est son prénom. Et il y a énormément comme ça de... voilà, à un moment donné, il va s'appeler Bestingel, après il va s'appeler autrement, avec des variations. Donc c'est vraiment la façon littérale. Et donc quand on le lit nous-mêmes, on a l'impression d'entendre la personne qui est en face, qui est en train de dire son nom. C'est assez étonnant. Je vais vous demander aussi, si vous voulez, de choisir un petit extrait, à petit, parce que là, le livre est un peu gros. On aura... De la page 500 à la page 600, alors. Bon. Là, c'est un peu difficile. Bon, peut-être le début, finalement. Je vais d'abord lire la phrase de Tolstoï que j'ai mise en exergue, parce que je trouve qu'elle est assez superbe. C'est « L'histoire ressemble à un sourd qui répondrait à des questions que personne ne lui pose. » Et c'est dans La guerre et la paix. Franz, Franz, mais le vent emportait aussitôt les appels. Pas bien loin cependant. Des nuages bas chargés de neige les absorbaient aussitôt. Les nuées grises et épaisses qui envahissaient la contrée depuis l'aube étaient venues du nord, roulant sans retenue. Elles s'étaient insinuées dans des vallées de montagne, avaient rebondi au hasard des collines, s'étaient enchevêtrées au cœur de forêts profondes et glissaient maintenant sur la plaine où une rivière déployait des méandres incertains, louvoyant sans cesse, hésitant à choisir un itinéraire comme un vagabond impatient de trouver un refuge à l'approche de l'hiver. « Franz, Franz !» L'enfant n'entendait rien. Le grondement de l'eau d'un ruisseau, tout proche et gonflé par les pluies, couvrait le moindre bruit, mélangeait les sons en une pâte uniforme et mate. Il aperçut de l'autre côté du champ une fillette portant un fagot de branches. Il reconnut la cadette du savetier. Elle aussi avait remarqué l'enfant et demeurait immobile. « Franz, Franz !» L'enfant et la fillette semblèrent se dénouer ensemble. La fillette ramena sur sa tête le fagot et continua son chemin. L'enfant fit demi-tour, longea la berge en sens inverse, plaçant ses pas dans les empreintes qu'il avait laissées dans la neige, profonde seulement d'1 ou 2 centimètres. « Franz, Franz !» L'enfant était proche de la maison lorsqu'il entendit les appels. Il ne hâta pas sa marche pour autant. Sa mère, depuis que son père n'était plus, s'inquiétait pour un rien. Pas tant de l'imaginer perdu que de le voir éloigné d'elle, à la merci de l'oncle fourbe qui rôdait sans cesse autour de la maison, prétextant l'aider depuis la disparition de son frère, pénétrant partout dans le bûcher, dans le poulailler où elle avait dû la dernière fois le repousser brusquement, lui, homme chétif, était tombé par terre, ses mains accrochées à ses hanches l'instant d'avant. Elle avait ressenti leur brûlure, même sous la triple épaisseur de la jupe de coton, de la jupe rêche, du jupon de coton, de la jupe rêche et du tablier de forte toile. Mais il craignait l'enfant, âgé maintenant de 14 ans, longues jambes, épaules qui s'élargissaient, une tête maintenant de plus que lui. Depuis la mort de son père, l'enfant avait compris qu'il fallait le remplacer aux travaux. Ses mains devenues solides maniaient les outils. Sa jeunesse infatigable le faisait trimer toute la journée, indifférent à la chaleur, au froid ou à la pluie. C'était un bon garçon, habile, et dont la seule évasion était de parcourir les chemins environnants, avec toujours dans l'idée d'améliorer l'ordinaire par une truite pêchée à la main, une grenouille transpercée à la sarbacane ou un oiseau assommé à la fronde. Sa mère l'accueillit avec bonheur, l'invita à se sécher auprès du feu, étonné par sa taille. Il lui semblait que l'année d'avant, la poutre noircie de l'âtre parvenait encore au niveau des épaules. Maintenant, il s'accoudait dessus, approchait ses chausses devant les braises, son paletot humide accroché à un clou, s'évaporant en vapeur odorante. Il y eut un long gémissement dans le conduit. Les flammes s'écrasèrent un instant et un souffle froid emporta des braises jusqu'au centre de la pièce. « Le vent du nord, dit la mère. Il y en a pour 20 jours. On entendra les loups dès cette nuit. » Merci Thierry Bestingel. Et on va entendre les loups tout au long de l'histoire d'ailleurs, parce qu'il y a un loup qui va suivre, oui, en fait, si j'ose dire pas à pas. Le loup, c'est un trophée qui existait dans la maison de mon père, que j'ai toujours, enfin de mon grand-père, que j'ai toujours vu
dans un recoin du grenier. Je me suis toujours demandé d'où il venait. Donc j'ai imaginé un peu cette histoire-là. Et pour moi, c'était un loup venu évidemment de Yougoslavie, quoi. J'ai toujours imaginé ça. Forcément. Il est peu probable qu'il ait voyagé avec un trophée de loup. Mais enfin, moi, je le fais voyager tout le temps avec ce trophée de loup sous le bras. Annie, vous avez évoqué tout à l'heure deux traditions que vous revendiquez, dont vous vous sentez l'héritière, enfin deux traditions, cette tradition à la fois européenne et cette tradition africaine. Entre Chikayadou, Tomsi et Paul Celan, il y a quand même beaucoup d'espace. C'est votre premier roman. Qu'est-ce qui vous a poussé en quelque sorte vers l'écriture? Parce que est-ce que c'est justement le fait de vous sentir héritière de ces traditions si, j'allais dire, éloignées, qui sont peut-être pas aussi éloignées qu'on le pense à première vue d'ailleurs? Comment avez-vous été amené à écrire ce premier roman? C'est deux questions différentes, ce qui a pu me pousser à l'écriture et à l'écriture de ce premier roman. Ce qui m'a poussé à l'écriture, c'est très ancien. Je pense que c'est ma mère et mon père. C'est l'enfance, c'est l'apprentissage du français. Ma mère prenait des cours de français lorsque nous sommes arrivés, donc après la chute de Ceausescu. Et elle me refaisait les cours, j'avais 4 ans. Et c'était un moment de joie, de bonheur, d'affection, de douceur, de chaleur. C'était tout ce qu'un enfant aime vivre à cet âge-là. Et donc j'ai pris grand plaisir à apprendre à lire et à écrire avec elle. Mais vous avez appris à lire le français, vous l'avez appris en Roumanie ou en France? En France, oui. Entre l'âge de 4 ans et demi et 5 ans et demi. Et puis, ensuite, je me suis ennuyée à l'école. Mais je savais que je voulais écrire. Depuis toute petite, mes parents m'ont offert une machine à écrire quand j'avais 11 ans. Mon père s'est syndiqué pour pouvoir choisir un jouet pour adultes dans le catalogue du comité d'entreprise de l'usine où il travaillait. C'est la seule fois de sa vie où il s'est syndiqué, d'ailleurs. Chose que je lui ai longtemps reprochée. Ce qui m'a poussée à écrire ce roman, par contre, c'était vraiment inattendu parce que je viens de la poésie. Je lis peu de romans. Certains m'ont vraiment forgée comme lectrice, mais les poètes ont toujours pris une place plus importante dans mon itinéraire de construction, y compris personnel. D'Antonin Artaud à Paul Celan, en passant par René Char, Benjamin Fondane, dont je redécouvre les textes maintenant. Et puis un peu plus tard, les poètes africains-américains de la Harlem Renaissance et les poètes de la négritude, bien sûr. Mais c'est surtout la poésie qui m'a nourrie, quoi. Qui continue de me nourrir, enfin, et que je lis et parcours le plus. Et Nili n'est pas née d'un projet de roman. Nili est une voix poétique à l'origine qui est devenue petit à petit un personnage. Et finalement, je me suis dit que c'était juste la continuité de l'artisanat, quoi, qu'il fallait développer de nouveaux outils, que j'avais eu de bons maîtres pour ça et que c'était possible de faire une œuvre comme un artisan, tout simplement. Et je suis allée vers le roman. Je suis en train de terminer le 2e, là. Et j'ai l'idée du 3e. Vous avez le sentiment tout de même d'inventer une nouvelle langue, parce que c'est une langue qui est assez inouïe. Je n'ai pas du tout cette prétention d'inventer une nouvelle langue. Je pense que je ne sais pas si on peut votre inventer propre une langue. Non, langue. mais inventer une nouvelle langue, inventer en tout cas un style très très personnel, très particulier, qui est à mi-chemin entre l'écriture romanesque, la poésie, entre des traditions très opposées, effectivement, entre Antonin Artaud et Chikayadou Tomsi. Voilà. J'ai pas le choix. Je crois qu'on est à un moment de maturation. On doit trouver un territoire, quel que soit l'art que l'on pratique, oui. Qu'on soit peintre, qu'on soit ébéniste, qu'on soit écrivain. Moi, je vois vraiment le travail d'écriture comme un travail d'artisanat. C'est la pratique et l'habileté qui nous permettent de construire des œuvres belles et utiles. Vraiment, je vois les choses ainsi. Et j'ai jamais été complètement à l'aise dans des langues que je trouvais un peu atrophiées de part et d'autre. Puis j'ai beaucoup essayé de trouver comme ça une espèce de mi-chemin ou de moitié-moitié, ce qui est absolument absurde. Tout comme le métissage, hein. Pour moi, c'est un concept, une notion absurde. Il n'y a pas de moitié-moitié, il y a des singularités.
de gens qui s'épanouissent avec les différentes traditions auxquelles ils se rattachent et qui créent des singularités. Enfin, il n'y a pas de... Et j'ai été obligée de le faire en poésie. Et quand j'ai commencé à trouver quelque chose de cet ordre-là en poésie, c'est le moment où La Voix de Nili émergeait. Donc, ce roman naît de façon concomitante avec ce petit territoire où j'ai réussi à m'installer, ou cette île qui a émergé de cet océan, où on peut, dans la même phrase, aller des Balkans au monde Kiswahili, aller de la Tanzanie à la Russie, c'est pas un problème. Voilà. Et je m'y sens bien maintenant. Mais donc du coup, ça veut dire qu'il faut que je bouge. Ouais. Cette question de l'héritage est aussi très présente chez vous, l'héritage des langues, bien sûr, des traditions, mais aussi l'héritage littéraire, parce qu'on a parlé, bien sûr, des Misérables et de Guerre et Paix, mais les écrivains accompagnent toujours votre parcours, et Rimbaud aussi est très présent, hein. Rimbaud et Verlaine sont très présents, évidemment. Mais beaucoup d'écrivains jalonnent complètement cette histoire, parce qu'à la fois on voit changer la notion, d'abord le rapport que les gens ont au progrès, parce qu'au début vous présentez ces plaines du Danube comme des régions insalubres qu'il faut absolument assainir, etc. Et puis petit à petit on voit le progrès technique, on voit les usines, on voit les choses qui dévorent tout, les villes qui se développent et on n'a pas encore la notion du respect de l'environnement, mais on voit bien comment les choses sont en train de se basculer. Mais il y a toujours ce contrepoint de la littérature également, qui est toujours très très présent. Oui, moi effectivement, ma passion c'est les livres, donc c'est aussi les écrivains. Bon, Paul Celan aussi, par exemple. Bon, Rimbaud aussi, probablement à cause d'Aden qui les a réunis. Voilà, j'ai envie véritablement de les mettre tous dans un livre. Et pour moi, parler de l'histoire, c'est bien, mais l'histoire, elle est aussi traversée par la littérature. C'est pour ça que si je vais parler d'événements historiques, je vais parler aussi en parallèle de ce qui se passe dans la littérature, de comment Tolstoï ou Victor Hugo traversent aussi ces époques-là. Donc, j'essaie de trouver un peu ce qui les a réunis. Bon, on sait que par exemple Tolstoï et Victor Hugo se sont trouvés très proches à un moment donné en Belgique. Ils étaient, à un moment donné, Tolstoï s'est trouvé à Bruxelles au moment en fait où Victor Hugo était en train de visiter le champ de bataille de Waterloo. Donc on trouve comme ça des espèces de choses comme ça, de ponts, et en creusant un peu leur biographie, en creusant aussi ce qu'ils ont écrit. Mais bon, effectivement, moi je suis toujours le nez dans des auteurs, et donc j'ai envie de les faire partager, parce que pour moi la vraie vie c'est ça, c'est peut-être pas forcément que l'histoire, c'est tout ce qui est raconté par les écrivains, et notamment par les romanciers. Voilà. Vous m'avez dit pourquoi j'avais pas mis effectivement des tas de notes à la fin, mais je voulais pas écrire un essai. Oui, bien sûr. Et donc pour moi le roman c'est une façon de poser des questions. On pose toujours des questions, on n'y répond pas. Si on veut répondre à des questions, on écrit un essai. Par contre, tous les romanciers et les poètes aussi, ont cette force-là, c'est-à-dire à un moment donné de questionner le monde. Et c'est eux qui retracent la véritable mémoire. J'ai vraiment cette impression-là. Donc, si on voulait avoir une véritable histoire du monde, autant la demander aux écrivains, et autant la demander aux romanciers, et non pas la demander à des historiens. Enfin, je ne sais pas. Je vous vois rire, mais je ne sais pas, vous pensez la même chose ? J'ose pas le dire. Non, mais est-ce que la littérature, justement, n'est pas l'histoire des gens qui n'en ont pas ? Parce que je sais que l'histoire a beaucoup évolué et qu'on n'est pas du tout dans l'histoire traditionnelle, l'histoire des puissants, etc. Mais ce que vous faites aussi, c'est l'histoire un peu des gens de peu, des gens qui n'ont pas la parole habituellement, qui n'ont jamais voix au chapitre. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que, c'est cette histoire-là, c'est cette histoire qui m'intéresse. Mêler la petite histoire et la grande histoire. Pour moi, ma grand-mère, perdue à Berlin en 1945, au milieu de la grande histoire, c'est la véritable héroïne. Sinon, je ne serais pas là.
Est-ce que, précisément, je voudrais revenir pour terminer sur ce terme de migrants, parce que le monde est devenu une espèce d'énorme flux migratoire. Plus personne ne peut prétendre être de son petit village, de son petit coin, évidemment. On est dans le grand brassage des populations, mais je parlais tout à l'heure des termes qui n'ont pas arrêté de changer. Est-ce qu'on a affaire à des... parfois, on parle de personnes déplacées, on parle de migrants, on parle de réfugiés, on a évoqué le terme de colons aussi tout à l'heure, ce qui est encore autre chose. Est-ce que c'est pertinent, justement, toutes ces différences, ou est-ce que simplement le fait du déplacement, de la migration, est devenu la caractéristique de l'être humain? Alors c'est très politique en fait, parce que effectivement quand on regarde la notion de réfugié, avant d'abord c'était la notion de displacé de personnes qui a été créée par les Alliés, c'est-à-dire par rapport aux dizaines de millions de personnes qui ont été déplacées pendant la Seconde Guerre mondiale. On les appelait des personnes déplacées. Donc on considérait que c'était des personnes qui avaient perdu leur logement. Après, il y a eu l'office des réfugiés. Là, c'est pareil, un réfugié, c'est une personne aussi. Voilà. Et moi, ce qui me gêne dans le mot actuel de migrant, c'est qu'on efface le mot de personne. Il n'y a plus personne. Voilà. Il n'y a même plus la notion du voyage. On considère que c'est des gens qui sont un peu entre deux. Moi, je travaille beaucoup en ce moment. Je fais des ateliers d'écriture. J'en ai fait un à Chaumont, d'ailleurs, avec des demandeurs d'asile, où j'ai eu quelques Afghans. Voilà, quoi. Moi, je me pose la question, quand je les vois, je ne vais pas les appeler... Les migrants, c'est quelqu'un qui est entre deux. Voilà, il n'a pas le droit de se poser. En fait, c'est ça. Politiquement, c'est ce que ça veut dire. J'ai l'impression que appeler de nouveau les gens comme ça, voilà, moi je préférerais qu'on les appelle, ce sont des personnes, voilà, c'est ça, il n'y a pas, au moins à leur redonner un peu de respect. Une remarque, Annie, là-dessus, non? Je crois que juridiquement, le terme de migrant n'existe pas. Ouais. En France, exact. Pour le droit français, il y a des citoyens. Parmi les citoyens, certains sont nationaux français, d'autres sont des ressortissants étrangers. Et d'ailleurs, il y a une loi spéciale administrative qui s'applique à eux. Donc il y a aussi un régime juridique séparé pour les ressortissants étrangers en France. Et les réfugiés sont les personnes demandeuses d'asile à qui le statut de réfugié prévu par la Convention de Genève a été accordé. Donc qui sont en instance d'examen. Le terme de migrant, qui renvoie à l'idée d'une invasion économique, de déplacement de population par opportunisme économique, n'a pas d'existence juridique dans notre droit. Je pense que c'est important de le rappeler. Tandis que le terme de personne, oui. Pour moi, c'est une question qui m'a énormément touchée et marquée dans ma précédente vie, parce que j'ai beaucoup travaillé autour de ces questions. Je ne crois pas, malgré le fait que les échanges que l'on connaît aujourd'hui et la société actuelle a de très nombreuses nouveautés comparées au passé, mais je ne crois pas qu'il y ait un phénomène particulièrement nouveau chez notre espèce, en tout cas chez Sapiens Sapiens. On est tous le fruit de brassages infinis entre les branches de l'humanité qui ont traversé des territoires depuis que l'homme est homme. Il n'y a qu'à regarder la France et le brassage extraordinaire qu'il y a dans ce pays, qu'on oublie souvent d'ailleurs. Et c'est dommage, parce qu'il y a l'archéologie, il y a l'anthropologie, qui sont des sciences qui maintenant se tournent aussi vers l'histoire humaine locale, beaucoup, qui nous le montrent en fait. Et moi j'aime bien souvent, lorsque je suis invitée comme cela, ou on voyage un peu partout en France, qu'on me transmette ou qu'on me dise un peu la mémoire des gens qui étaient là avant, de leur tradition, de leur langue, de leurs croyances spirituelles. On vit dans un lieu d'une diversité extraordinaire qui a été complètement effacée par l'histoire politique récente. Et les gens oublient qu'ils sont les enfants du brassage. C'est une des raisons pour lesquelles je ne revendique jamais la notion de métissage, parce que pour moi, c'est simplement la caractérisation de ce brassage qui n'est pas du tout propre au mélange intercontinental. Et puis ça renvoie à la question de la couleur de peau, qui est une notion qui n'existait pas, qui n'était pas pertinente il y a 5 siècles et qui va disparaître, qui ne le sera plus dans quelques temps.
Mais le brassage, c'est bien le propre de Sapiens Sapiens. C'est une donnée anthropologique. On ne peut rien contre ça. On n'empêchera jamais les gens d'aller à 3000, 5000 ou 6000 kilomètres, tomber amoureux, faire des enfants. Jamais. Heureusement. Peut-être y a-t-il des questions. Oui, on peut prendre peut-être encore quelques minutes. Des questions que vous aimeriez poser à l'un ou l'autre de nos intervenants. Non, il y en a pas. On mange les gens, on boit leur sang même. Oui, si je vois une main se lever. Ce n'est pas une question, c'est juste un témoignage. Attendez, madame. J'ai découvert le roman de Thierry Weishingle. C'est juste un témoignage. J'ai découvert le roman de Thierry Weishingle parce qu'il avait été mis en exergue par la médiathèque. Donc voilà, je l'ai pris au stylo. Je l'ai trouvé absolument passionnant. Et le titre « Yougoslave » me paraît à moi particulièrement bien choisi parce qu'il est le cœur de son interrogation, je crois. Oui, bah oui, parce que effectivement, moi, quand j'étais gamin, on me demandait « Ah oui, bah votre nom, alors déjà, vous imaginez l'appel au début de la classe, là, ah oui, bon, Bestingel, bon, on l'abrégeait. et puis après, donc, ben voilà, c'est de quelle origine? Alors je répondais, ben mon père est yougoslave. Là, généralement, le prof, il faisait une tête comme ça parce qu'il ne savait pas trop où situer la Yougoslavie. Alors moi, évidemment, j'enfonçais le clou. Je disais, oui, il habite pas très loin de Sarajevo, à Zenica. Tac, et voilà, dans les dents. Enfin, vous voyez ce que je vous... Mais pour moi, c'était ça, c'était ce mot-là, c'était comment caractériser mon père. Il est yougoslave. Et alors en plus, le titre, je le trouve approprié parce que c'est quelque chose qui n'existe plus. On parle de l'ex-Yougoslavie, mais yougoslave, voilà. Alors, dans certaines rencontres que j'ai faites, alors je suis toujours, à chaque fois à la fin, il y a toujours quelques personnes de la diaspora yougoslave qui viennent, qui me disent « Ah, c'est bien, le titre c'est bien, parce que moi je suis yougoslave aussi. » Les gens se reconnaissent comme étant d'origine yougoslave. Vous leur dites qu'ils sont croates ou qu'ils sont serbes, pour eux c'est quelque chose qui est... Voilà. Mais ils étaient d'abord... de la Yougoslavie. La Yougoslavie, ça veut dire c'est l'union des Slaves du Sud. Hein, donc il y a quand même une certaine union dedans. C'est du germanique. Oui, mais c'est autrichien. Excusez-moi la prononciation. Vu mon nom, Et c'est ça. moi j'ai dévoré votre travail. J'ai trouvé qu'il traversait l'histoire aussi. Merci. Et vraiment, ça m'a beaucoup intéressé. J'ai lu aussi le Rimbaud. Quoi? Mais oui. Le Rimbaud, alors, Vous parliez dans les micros parce que... imaginez la vie du Rimbaud post-mortem, ça on a trouvé très bien. Je vais faire une conférence bientôt sur Rimbaud, sur l'élaboration du mythe de Rimbaud, qui est un roman déjà en lui-même, avec l'irruption de sa sœur Isabelle Rimbaud. Et je vais en faire une le 9 décembre à Saint-Dizier, à l'Institut à l'Université du Temps Libre. Pas d'autres remarques, pas d'autres questions. Ah, si, il y en a encore une. Oui, une question à Thierry Benstengel. Votre livre se termine en fait par l'évocation de la présence de votre famille en Haute-Marne, à Langres, à Neuilly-sur-Suisse. Je voulais savoir simplement s'il restait encore des traces de civilisation dans votre famille. Enfin, est-ce que la présence de toute cette lignée, cette vie dans ces pays-là oui. existe encore d'une certaine manière? Oui, il existe. On a encore de la famille là-bas, effectivement, et on retrouve de temps en temps. Voilà, il y en a en Croatie, il y en a à Zagreb. Effectivement, oui. Voilà, donc alors. Bon, je pourrais raconter un peu une anecdote. Enfin, c'est pas une anecdote, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui s'est passé. Pendant très longtemps, j'ai pas voulu écrire ce livre parce que j'ai eu l'impression que écrire ce livre pour mon père, c'était le faire mourir. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est un truc complètement un délire on va dire d'écrivain.
sauf que le livre, donc, ça a été un peu compliqué. Il est paru au moment de la pandémie. On a eu une petite fenêtre de tir là pour pouvoir effectivement qu'il sorte à ce moment-là. Hein, c'était en septembre. Et le livre a été fabriqué en juin. Donc, muni d'une autorisation, puisqu'on était encore confinés, j'ai été le chercher donc à Paris. J'ai signé le service de presse. Je me suis dépêché de ramener un exemplaire à mon père. Mais mon père, quand je suis arrivé, donc le livre a été fabriqué le mercredi. Le vendredi, j'étais chez mon père. Il allait avoir 90 ans. Il avait fait une très mauvaise chute. Je lui ai apporté le livre. Il n'était plus trop en état d'ailleurs de le voir. Je me suis assis à son chevet. Je lui ai lu des extraits. Et d'une voix très faible, il me disait encore, encore, encore. Et il est décédé 2 jours après. Donc comme quoi, des fois, on a des espèces de prémonitions comme ça. Enfin, je ne sais pas comment le dire. Mais voilà, bon. Enfin bon, je voudrais pas que ce soit une note un peu triste, parce que c'est un peu triste, effectivement. Mais bon, en même temps, voilà, c'est pour vous dire que des fois, la réalité dépasse un peu la fiction. En même temps, les échanges qu'on a eus pendant les 2 années qui ont précédé, notamment où je l'ai fait parler, parce que vous savez, c'est comme toutes les personnes modestes. Allez, raconte-moi un peu, et puis il me manque encore tels éléments, et où tu étais exactement à ce moment-là, et quand tu étais en Hongrie, comment ça se passait quand tu étais en Hongrie, et donc il y avait des mots qui lui revenaient, des choses comme ça. Donc on a eu des échanges qui étaient magnifiques, et c'est ça qu'on retient tous les deux, quoi. Voilà. Bien, ben écoutez, on va peut-être en rester là. En tout cas, vous l'aurez compris, on a affaire ici à 2 des grands romans de la rentrée. Donc le livre Yougoslave de Thierry Bestingel chez Fayard et La mer Noire dans les Grands Lacs d'Annie Lulu chez Julliard, avec lequel on a vraiment le sentiment d'assister à l'éclosion d'un nouvel écrivain et d'un grand écrivain. Merci à vous et bravo à vous. Merci.